Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois François Dubois. Bonjour. Bonjour et merci aux médias en 442 de me recevoir aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle rapidement, vous êtes ancien gradé de la Gendarmerie nationale, essayiste, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié l'été dernier chez K Éditions. Vous écrivez également pour les sites internet de Profession Gendarme et Stratégica. Et pendant 1 heure, ensemble, nous allons échanger sur l'actualité, mais pas seulement. Pendant 20 ans, vous avez été gradé, je l'ai dit, de la Gendarmerie nationale. Pourquoi avoir claqué la porte de la profession et dans quelles conditions s'est déroulé votre départ? Alors pourquoi j'ai claqué la porte? Alors on peut employer ce terme. Alors je pense qu'il y avait un problème de phase qui ne date pas d'hier en fait. Je suis rentré dans la gendarmerie, je suis moi-même, enfin c'était plutôt une vocation, étant moi-même fils de militaire. On a beaucoup de militaires dans la famille, ça remonte au corsaire du roi si on remonte l'arbre généalogique. Et j'ai choisi cette voie parce qu'elle alliait la militarité et aussi la noblesse d'un métier de police judiciaire dans lequel j'avais envie de faire carrière. Je me suis rendu compte, parce que quand on rentre dans l'institution, souvent on y rentre jeune, on n'y rentre pas avec le même regard sur la société. Et je me suis rendu compte en fait au fil de ma carrière que les choses n'étaient pas aussi manichéennes. Il n'y avait pas d'un côté en fait les gentils et de l'autre les méchants, et que c'était plus complexe que ça. Qu'on avait un métier dans lequel on était souvent instrumentalisé. Donc c'est devenu de plus en plus prégnant, ça m'a de plus en plus pesé. Ce qui a créé la fracture, c'est à mi-parcours, en fait, j'ai basculé d'une subdivision d'armes qui s'appelle la garde républicaine, dans laquelle j'étais rentré au début, où je faisais de la protection rapprochée. J'ai fait de la protection rapprochée auprès de 2 premiers ministres, donc François Fillon, puis Jean-Marc Ayrault. Et à un moment donné, donc en 2013, j'ai fait ce qu'on appelle un CSA, un changement de subdivision d'armes. Et pour me rapprocher de la famille, j'ai voulu aller en Gironde et j'ai basculé en gendarmerie départementale. Et là, en fait, j'ai atterri dans ce qu'on appelle le rural profond. Et j'ai découvert, en fait, une nouvelle France où je suis passé des palais dorés de Matignon à la précarité intellectuelle, la précarité économique, voilà, à se retrouver à 23 heures chez des gens complètement désespérés, noyés dans l'alcool, etc. Voilà, donc c'est toute une autre société, en fait, qui s'est dépeinte. Et en fait, j'ai pris le choc du réel. J'ai vraiment pris un mur. Ça a été tellement violent que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce pays? Parce que j'étais complètement hors sol en fait quand j'étais à Matignon, je m'en suis rendu compte après. Et là, à partir de là, ça a été le déclic qui a commencé à faire que j'ai gratté, j'ai voulu savoir un peu comment ça se passait, pourquoi on en était arrivé là, pourquoi malgré les moyens qu'on avait, les moyens économiques, la richesse du pays et tout, on arrivait à un tel niveau en fait de fracture sociale. Et bon an mal an, en fait, je suis rentré dans des recherches, et quand on recherche vraiment, c'est là qu'on devient un peu dissident quelque part, parce que c'est là qu'on découvre en fait le poteau rose. Et c'est ce qui m'a poussé en fait petit à petit à diverger. Puis après, donc là, j'ai évolué dans ce métier-là où je continue à faire mon activité judiciaire. Et après, je suis parti donc en école, et en école, là, j'ai connu l'épisode Covid en fait. En école parce que vous êtes devenu formateur. En école, voilà, parce que j'étais formateur. J'ai été formateur en école. Je suis devenu formateur de formateurs en école aussi. C'est tombé l'épisode Covid, où là, en fait, je suis encore tombé de haut, puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, les gendarmes ont été soumis à une obligation vaccinale. Et ils le sont toujours. Et ils le sont toujours. Forcément, ça a été source de problèmes, puisque j'étais en désaccord avec ça. Donc j'étais en désaccord avec le fait qu'on me force à m'injecter un produit en fait sous AMM conditionnel. Voilà, j'étais pas en désaccord avec la politique vaccinale des armées. Voilà, les vaccins conventionnels, je les ai faits, comme tout le monde, pour les déplacements, tout ça. Mais cette nouvelle technologie de vaccin, pas encore expérimentée ni rien,
Je voulais pas. Alors j'ai eu le hasard a fait que j'ai contracté le Covid 2 jours avant l'annonce de l'obligation dans les armées, ce qui fait que ça m'a laissé en fait un statut dérogatoire de 6 mois, pendant lesquels je n'étais pas obligé de me faire vacciner. Il faut savoir qu'à cette période-là, dès le 3e mois, j'ai commencé à me faire harceler par l'antenne médicale, qui me mettait la pression et tout. On a eu dans le même temps des cadres qui se sont fait sanctionner, qui se sont fait ostraciser complètement. Il y a un capitaine, par exemple, qui s'est fait mettre au placard. Ils l'ont installé dans un bureau où on faisait des mises en situation pour l'isoler avant de le punir et de le muter disciplinaire, quoi. Il est parti... c'est quelqu'un qui avait fait sa carrière autour de l'école et qui s'est retrouvé muté dans l'Est de la France, donc à 700 km. Donc c'était une période compliquée. Voilà, moi j'avais un chef, il rentrait dans le bureau, on était en open space, là, et il disait devant tous mes collègues, ouais, François, t'en es où avec ton vaccin ça, voilà, c'était ça tout le temps, plus les relances de l'antenne médicale. Donc, je me suis accroché avec l'antenne médicale d'ailleurs, qui a consulté le service juridique des armées, et qui est le service juridique qui m'a donné raison en fait, puisque j'ai fait valoir les textes en disant bah voilà, hein, vous êtes médecin, je vous respecte en tant que médecin, mais par contre je suis OPJ, je sais interpréter un texte et là je vous dis que je suis dans mon droit. Bon, ça a été vérifié par le service juridique et ils m'ont lâché la grappe jusqu'à la fin des 6 mois, mais c'était compliqué. Ça m'a permis de préparer mon départ et de partir par la suite. Connaissez-vous l'APNM, Militaires Libres? C'est l'association professionnelle nationale militaire des militaires libres, dont Franck Dupont est le président. On l'a reçu il y a quelque temps en interview. Est-ce que vous connaissiez l'existence de... Non, je ne la connais pas. Il nous a un peu raconté le même type de mésaventures. Exactement, sauf que lui est toujours en exercice, il a subi du harcèlement, mais d'autres de vos confrères... Et le paradoxe, c'est que en fait, c'est une institution qui est censée faire appliquer les lois, qui disgrace justement la loi, quoi. Moi, je vois par exemple, il existait des fichiers, j'ai récupéré sur clé, des fichiers communs nominatifs avec les périodes d'arrêt maladie des gens et pour quelles raisons ils étaient arrêtés, quoi, à cette époque-là. Des choses comme ça, hein. Voilà. Alors que pertinemment, on sait que quand on est gendarme, ce sont des choses qui ne sont pas légales. Alors, comment préparez-vous votre départ? Vous dites que vous aviez 6 mois pour quitter vos fonctions. Comment ça se passe? Il a fallu faire une transition, il a fallu faire jouer des contacts et tout pour partir et rejoindre la vie civile. Enfin, la vie civile, après, je reste dans la fonction publique. Mais voilà. Ouais, en fait, je pouvais prendre ma retraite. Donc, à partir de 17 ans et demi, on peut prendre une pré-retraite. C'est pas grand-chose, mais ça m'a aidé un petit peu à faire la transition. Est-ce que ça signifie que vous avez précipité de nouvelles perspectives d'avenir? Oui. Alors, si vous voulez, moi, derrière ce départ, il y a une volonté émancipatrice, vraiment. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'armée, en fait, on ne peut pas dire ce qui ne va pas. On m'a parfois reproché, et même parfois de façon assez virulente, après que j'ai écrit des textes ou quoi. On dit ouais, c'est facile de montrer ses muscles quand on est parti, tout ça. La difficulté, c'est de le faire quand on est dedans. Ce qu'on attend, c'est un militaire qui soit dans l'arme et qui... Sauf que non, en fait, un homme seul, dans une institution qui compte 100 000 personnels, il ne peut rien faire. Il va être cancellé immédiatement. S'il fait quoi que ce soit, en fait, c'est le rouleau compresseur qui s'abat sur lui. Il se retrouve en fait sanctionné, puni, et puis après, il est mis dehors. Alors, il aura fait le buzz momentanément, hein, mais au final, il aura mal préparé la suite, puisqu'il aura été neutralisé avant. Voilà, ça lui apportera rien si ce n'est des difficultés supplémentaires. Ça n'apporte rien de plus. Voilà. S'il devait y avoir, il faut bien savoir que s'il devait y avoir un mouvement contestataire qui émanait en fait des armées, il serait le fruit d'un groupe constitué et d'un groupe qui serait piloté de surcroît par des gens qui ont des commandements. Moi, j'étais gradé, mais j'étais qu'un petit adjudant. Un petit adjudant, ça ne pèse de rien. Tout comme un colonel, ça ne pèse de rien en fait, hein, dans l'institution, c'est pareil. Hein.
On parle de, voilà, il n'y a pas de, mais un homme isolé comme ça, c'est pas grand-chose. Donc, on ne pouvait rien faire. Par contre, moi, le fait de quitter, ça me permet de m'émanciper réellement maintenant. Là, c'est l'oiseau qui est sorti de la cage. Parce que je peux dire ce que je veux. Alors, c'est pas que je le faisais pas à l'époque. Hein. La preuve, c'est que mon livre, il est sorti. J'étais sur le départ, mais j'étais encore là. Donc, mais en tout cas, maintenant, je peux vraiment m'exprimer comme je veux. Voilà. Enfin, dans les limites de ce que nous permet de faire le pouvoir en place, bien sûr, parce qu'il y a toujours une censure qui s'applique. Mais voilà, c'est beaucoup plus libre qu'avant, quand même. Alors, à votre avis, pour quelles raisons les militaires, au même titre que les professionnels de santé, de la restauration, les pompiers, ont été concernés par cette obligation vaccinale contre le Covid et pas la police nationale? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a souvent sorti comme argument face à ceux qui vendaient l'obligation vaccinale dans les armées. Alors, c'est pareil, il y a la police. Mais il faut savoir que nous, quand on travaillait, par exemple, on avait des civils qui travaillaient dans le bureau juste à côté et qui n'étaient pas vaccinés. C'est-à-dire que vous, on vous dit, bah voilà, demain, si t'es pas vacciné, tu prends 10 jours d'arrêt et t'es muté là. Mais le civil, à côté, rien. Et on se croise tous les jours. Donc pour la police, et ben pourquoi? C'est tout simplement, c'est comme les civils. Je pense que derrière la police est beaucoup plus, quoi qu'il en soit, est beaucoup plus politisée que la gendarmerie. Ça la rend plus dangereuse vis-à-vis du pouvoir. Ça, c'est un fait. La gendarmerie, il y a la neutralité militaire qu'on n'a pas dans la police. La preuve en est, les mouvements actuels que vous les avez là, et vous les avez pas en gendarmerie. En gendarmerie, il y a une exception, c'est 2001, la grogne des gendarmes, où vous avez les gendarmes qui effectivement manifestent en fait le mal-être dans le travail, et ça passe notamment par le biais des épouses. Alors, la police, il y a le poids des syndicats et il y a la politisation. Voilà. Là, c'est ce qui fait que je pense qu'on n'a pas touché à la police. C'est aussi, alors cette ambivalence, c'est aussi la force française, quelque part. On peut jongler entre deux types de forces de l'ordre. Si on en perd une, il en reste toujours une autre. Donc, ça, c'est de la politique politicienne, mais c'est comme ça. Et alors que les missions sont les mêmes. Hein. C'était les arguments, parce que nous, les arguments qu'on nous a sortis à l'époque, c'était, voilà, vous allez être en contact avec le public, donc étant en contact permanent avec le public, vous avez l'obligation vaccinale. Et forcément, la question de la police, elle revient. Mais ils font le même métier. Alors pourquoi? Mais c'est juste parce que derrière, la police, s'ils veulent dire non, ça peut poser problème. Mais vous n'avez jamais eu de réponse. Et imaginez que la police disent non, c'est pas envisageable pour nous. Imaginez le signal renvoyé à la population à cette époque-là. Là, ils avaient besoin de capots à cette époque. Ils avaient besoin de gens pour donner 135 € à celui qui dépassait le portail de sa maison sans avoir coché la bonne case. Donc, imaginez si ces policiers-là disaient ça. D'ailleurs, moi, là-dessus, que les choses soient bien claires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché. Enfin, il y a des gens qui font des amalgames. Ils disent, voilà, t'es ancien gendarme, donc tu fais partie de ceux qui nous ont persécutés pendant le confinement. Bon, alors moi j'étais instructeur en école à cette époque-là. Je suis certain, et voilà, sur la tête de mes enfants, que j'aurais refusé d'exécuter ces ordres s'ils m'avaient été donnés. Ça aurait précipité mon départ, hein, mais de toute façon, je suis parti. C'était aussi en partie pour ça. Et ce refus a été, pour moi, à un moment donné aussi, une source de conflit avec certains collègues, parce que c'est sorti à un moment lors d'une conversation où j'ai dit que je refuserais les ordres, moi, s'ils me donnaient des ordres comme ça. Et c'était une conversation vraiment très houleuse, quoi, où on m'a dit mais t'as plus rien à faire chez nous et tout. Voilà. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis il y a eu des époques de l'histoire, il y avait des ordres qui étaient pas, qui s'inscrivaient pas en fait dans la morale, ils n'avaient pas à être respectés, c'est tout. À un moment donné, en fait, il y a la loi,
Et puis, il y a ce qu'on estime être, je pense, il y a l'ordre moral des choses qui est supérieur en fait au droit. À un moment donné, le droit ne fait pas tout. On peut s'apercevoir qu'une loi en fait n'est pas morale et refuser de l'appliquer. Alors ça fait de nous, aux yeux du droit, quelqu'un qui se met en infraction forcément, mais c'est un choix après, et c'est un choix qui devient politique. C'est un choix.